Imaginez votre cerveau comme un chef d'orchestre. Il dirige tout, vos pensées, vos émotions, vos actions. Mais parfois, ce chef s'emballe. Il pense trop, anticipe, rumine. Résultat, stress, fatigue et perte de focus. Saviez-vous que méditer ne se résume pas à être antérieur et fermer les yeux ? En réalité, c'est une pratique puissante qui transforme votre cerveau. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi et comment méditer grâce aux neurosciences, parce que méditer, ce n'est pas juste une mode. C'est un véritable outil pour reprendre le contrôle de votre cerveau et de votre vie. Vous allez découvrir comment votre cerveau fonctionne pendant la méditation, quelles régions cérébrales sont impliquées, et surtout comment pratiquer pour des résultats optimaux et surprenants. Prêt à explorer votre esprit et à transformer votre quotidien ? Allez, c'est parti. Mon histoire avec la méditation a commencé lorsque j'avais 14 ans. Alors que mes amis s'intéressaient aux jeux vidéo et au sport, je me plongeais dans l'exploration de l'esprit. À ce moment-là, la méditation n'était qu'une curiosité, un mystère fascinant. J'ai commencé par une méditation debout, les yeux mi-clos, transmise par mon acupuncteur. J'ai ensuite pratiqué des méditations dans le but de guérir certains aspects de ma psyché. Puis j'ai ensuite pratiqué Vipassana, ces longues retraites en silence, la rigueur de la pleine conscience et les pratiques subtiles du Raja Yoga. Chaque technique ouvrait une nouvelle porte vers une compréhension plus profonde de moi et du monde. Mais ce chemin n'a pas été linéaire. J'ai douté, j'ai cherché ailleurs, j'ai voulu comprendre scientifiquement ce qui se passait pendant ces moments de silence. Et pourtant, à chaque étape, la méditation revenait à moi. Non pas comme une pratique ésotérique, mais comme une compétence essentielle. Une manière de rentrer en contact avec une réalité plus vaste et plus claire. Aujourd'hui, je veux partager cette expérience avec vous, non pas pour vous convaincre, mais pour vous montrer une voie qui pourrait peut-être résonner en vous. Allons explorer les effets de la méditation sur notre cerveau. La méditation, c'est comme un interrupteur pour notre cerveau. Elle agit sur plusieurs régions clés. Avant de commencer à explorer notre cerveau, je vous précise que les noms des zones cérébrales ne sont pas importantes. L'important est de comprendre les mécanismes sous-jacents. Pour commencer, il y a le cortex préfrontal qui se trouve ici, juste derrière le front, et les cortex préfrontal dorsolatéral gauche et droite. Il joue un rôle clé dans l'évaluation, la planification et l'ajustement des réponses internes en fonction du contexte externe. Il permet de comparer les expériences passées aux nouvelles informations, réguler les émotions, anticiper les conséquences d'une action et ajuster les comportements. Le cortex préfrontal est connecté à d'autres aires du cerveau qui lui envoient des informations. Le cortex singulaire antérieur et l'insula qui traitent les informations internes de votre corps. L'insula est essentielle pour ce qu'on appelle l'interoréception. L'interoréception, c'est quoi ? C'est la perception de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Elle joue un rôle dans la conscience de soi et dans ce qui est approprié ou non. Ensuite, il y a le système limbique qui est composé de l'amygdale et de l'hippocampe. L'amygdale intervient dans l'évaluation émotionnelle et la détection des menaces. L'hippocampe compare les nouvelles informations aux souvenirs pour voir si elles sont cohérentes. Quand vous méditez, vous calmez l'amygdale et renforcez l'hippocampe, ce qui vous aide à être plus présent et moins réactif. Enfin, le thalamus, qui est le centre de tri des informations sensorielles, qui aide à filtrer ce qui paraît pertinent avant que cela atteigne le cortex. Toutes ces structures fonctionnent pour ajuster la réponse interne en fonction de l'extérieur, que ce soit sur le plan cognitif, émotionnel ou comportemental. Ce que l'on vient de voir est vrai pour des informations spatiales. Mais n'oublions pas que l'être humain se souvient d'hier, est conscient du présent et anticipe le futur. Bref, il voyage dans le temps à travers son esprit. Imaginez-vous, assis dans votre salon, à penser à quelque chose de stressant à venir. Par exemple, comme une confrontation ou une prise de parole en public. Votre état corporel change de façon non optimale dans le moment. Mais cela fait sens. On peut faire quelque chose et avoir une réaction corporelle en non-adéquation avec notre environnement. Mais cela reste compréhensible. Maintenant que nous avons survolé les fonctionnements de notre cerveau, comme mentionné dans l'introduction, les 3/4 de la population pensent que pour méditer, il faut fermer les yeux et être assis en tailleur.
Mais qu'est-ce qui se passe au niveau neuronal quand nous fermons les yeux? En quoi cela peut-il être limitant, voire inefficace dans votre pratique de méditation? Quand vous fermez les yeux, vous éliminez une entrée majeure d'informations, la vue. Les yeux jouent un rôle crucial dans notre appréhension du monde extérieur. Ils représentent environ 40% des informations sensorielles reçues. Au moment où vous fermez les yeux, votre attention se dirige plus à l'intérieur de vous. C'est précisément ce que l'on appelle l'interoréception, qu'ils proviennent de la peau ou des organes. D'un point de vue neuroscientifique, fermer les yeux active certaines zones du cerveau, comme le cortex singulaire antérieur et l'insula, qui sont impliqués dans le traitement des signaux internes. Certains d'entre vous sont plus interoréceptifs, tournés vers les sensations internes, et d'autres extéroréceptifs, attentifs à leur environnement extérieur. Une façon simple de mesurer votre sensibilité intéro-extéroréceptive est d'essayer de percevoir votre battement de cœur sans le prendre au niveau du poignet avec vos deux doigts. Certaines personnes y arrivent facilement, tandis que d'autres non. Mais cette pratique peut s'améliorer avec le temps, notamment grâce à la méditation. Être en contact avec son corps peut sembler bénéfique, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, les personnes sujettes à l'anxiété ressentent excessivement leur battement de cœur ou le rythme de leur respiration. Imaginez-vous interoréceptif à faire une prise de parole en public, le stress va monter très fortement et il sera difficile de s'en dépêtrer. A l'inverse, quelqu'un qui est trop extéroréceptif peut ignorer des signaux corporels importants. Une personne hyper focalisée sur son environnement extérieur pourrait ne pas prêter attention à des symptômes comme l'hypertension artérielle, ce qui risque d'aggraver son état de santé jusqu'à l'apparition d'un problème sérieux. Posez-vous cette question. Êtes-vous davantage en relation avec vos sensations internes ou votre environnement extérieur? Je précise qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et si vous investiguez assez profondément et assez quotidiennement, vous remarquerez que ça dépend des moments, que ça varie selon le contexte, si vous êtes seul, si vous êtes dans un moment social. Cette réflexion est essentielle pour adapter votre pratique méditative en fonction de vos besoins du moment. Je vous conseille donc d'adapter votre méditation en fonction de votre mode perceptif sur le moment. Une des approches de la méditation est l'ajustement constant entre l'attention portée à l'intérieur et à l'extérieur. Contrairement aux idées reçues, la méditation ne consiste pas à faire le vide, mais plutôt à observer où se porte votre attention à chaque instant. Ainsi, la méditation ne devrait pas être séparée de votre quotidien, mais plutôt un entraînement à la pleine conscience, c'est-à-dire être pleinement présent à ce que vous faites. C'est une clé essentielle pour être heureux. Si vous ne savez toujours pas si vous êtes plutôt interoréceptif ou extéroréceptif, faites ce test. Asseyez-vous, fermez les yeux et observez où se porte naturellement votre attention. Si elle se dirige naturellement à l'extérieur, elle se portera vers les sons environnants, les voix, les bruits dans la pièce. Si elle se porte vers l'intérieur, vous percevez votre battement de cœur, le rythme de votre respiration. Que vous soyez débutant ou expérimenté en méditation, je vous recommande cet exercice. L'idée est de travailler à l'inverse de votre mode perceptif naturel. Si vous êtes plutôt tourné vers l'extérieur, entraînez-vous à méditer sur vos sensations internes. Si vous êtes naturellement tourné vers l'intérieur, pratiquez une méditation focalisée sur un stimuli intérieur, par exemple un objet. La question qui vient ensuite est combien de temps méditer selon les neurosciences? Même une courte pratique offre déjà des bénéfices immédiats, comme l'amélioration de la concentration, la diminution du stress et de l'anxiété, et une clarté mentale. Je vous précise qu'il est tout à fait normal que la méditation soit dure au début. Cette difficulté est le signe que votre cerveau apprend. Si méditer était facile, il n'y aurait aucun changement au niveau de vos circuits neuronaux. C'est justement cette friction, ce léger inconfort, qui stimule la neuroplasticité et favorise l'évolution de vos capacités cérébrales. Les défis et l'inconfort sont des signaux qu'un véritable changement est en cours. Je souhaite vous préciser que la perception est différente de la sensation. Nous avons en permanence une multitude de sensations. La température de la pièce, les bruits ambiants, la sensation des vêtements sur notre peau, etc. Mais nous les percevons que lorsque nous y prêtons attention.
et notre attention peut être large ou très focalisée. Je vous propose une expérience. Concentrez-vous à 100% sur la paume de votre main. Vous ressentez de la chaleur, des picotements, une multitude de sensations. Puis élargissez votre attention à votre main en entier. Et ensuite, élargissez votre attention à votre bras. Et pour finir, concentrez-vous sur votre corps en entier. Vous avez remarqué que votre point d'attention peut s'ouvrir ou se rétrécir. Je vous propose un deuxième exercice. Concentrez-vous sur une partie de votre corps comme la paume de votre main. Puis, portez simultanément votre attention sur un objet devant vous. Vous constaterez qu'il est tout à fait possible de diviser son attention en 2 points. D'après des études scientifiques, certaines personnes sont capables de les diviser en 3 points, mais il est impossible de diviser son point d'attention en 4 points d'attention. D'après une multitude d'études scientifiques, la méditation vous permet de développer une meilleure régulation de votre attention. Peu importe votre tendance naturelle, la clé est d'explorer l'autre côté pour équilibrer et harmoniser votre perception et donc votre cerveau. Mais attention, ce voyage à travers la méditation n'est pas sans défi. Au début, vous allez peut-être vous sentir distrait, agité ou même frustré. C'est normal. Votre esprit est habitué à vagabonder. Et votre mode par défaut neuronal résiste. C'est quoi ce mode par défaut neuronal, que l'on appelle aussi mode par défaut cérébral? Si vous avez déjà essayé la méditation, comme vous avez pu le remarquer, les pensées vont et viennent naturellement. C'est le mode par défaut. À ce sujet, il y a un article publié dans Science, l'un des 3 meilleurs journaux scientifiques au monde, dont le titre est « Un esprit vagabond est un esprit malheureux ». Cette étude a été menée sur 2000 adultes. Ils ont posé ces questions aléatoirement dans la journée. Qu'est-ce que vous faites et que ressentez-vous? Les conclusions sont les suivantes. Quelle que soit l'activité, les gens sont moins heureux lorsque leur esprit vagabonde que lorsqu'ils ne vagabondent pas. Ce que les gens pensent est loin d'être un prédicateur sur leur bonheur. En bref, ce n'est pas la pensée qui détermine le bonheur. En fait, si les gens font quelque chose qu'ils n'aiment pas, mais pensent à quelque chose de plaisant, ils se sentent légèrement plus heureux que des gens qui vont râler, mais ils se sentent quand même malheureux. Quand nos pensées sont en désaccord avec ce que l'on fait, même si nos pensées sont heureuses, nous sommes quand même malheureux. Et avoir des pensées positives, essayer d'éliminer les mauvaises pensées, créer un bon paysage intérieur, c'est légèrement utile, mais ce qui marche vraiment, c'est d'être entièrement engagé dans ce que l'on fait dans le moment. Ça, c'est la meilleure manière d'être heureux. En conclusion de cette étude, il est écrit « Un esprit malheureux est un esprit vagabond. Un esprit vagabond est un esprit malheureux. » La capacité à penser à ce qui ne se passe pas maintenant provoque notre malheur et nous coûte émotionnellement. Et c'est là que des techniques de méditation comme le recentrage entrent en jeu. Quand vous remarquez que votre esprit part ailleurs, ramenez votre attention sur votre respiration. C'est comme un entraînement pour votre cerveau. Et d'ailleurs, prenez ça comme un jeu ou un challenge. Maintenant, passons à la pratique. Partagez-moi en commentaire si vous avez déjà pratiqué la méditation, quels sont vos défis et réussites. Allez, c'est parti. Mettez-vous assis, debout ou allongé. Si vous êtes allongé, faites attention à ne pas vous endormir. Après avoir fait ce test d'intéro-extéro-réception, focalisez-vous à l'intérieur ou à l'extérieur. Si votre esprit vagabonde, c'est l'occasion de pratiquer le recentrage. Peu importe le type de méditation, l'essentiel est le travail de reconcentration. Plus tu reviens sur ton point d'attention, plus la pratique est efficace. Il n'est pas nécessaire de méditer pendant des heures. Chaque fois que tu te recentres, tu fais un pas vers ton objectif. En réalité, chaque moment de distraction est une opportunité d'amélioration. Ils sont essentiels au processus d'apprentissage et d'évolution. À chaque retour sur ton point d'attention, tu renforces ton circuit neuronal et ta capacité d'attention. Avec la pratique, ce recentrage devient de plus en plus facile. Ce phénomène a d'ailleurs été étudié et enregistré en neuroimagerie. Et d'après cette étude, contrairement à l'idée populaire
que la concentration fonctionne comme un laser en continu. En fait, la concentration est un phénomène de reconcentration à chaque instant. La clé est plutôt d'être capable de se recentrer naturellement et facilement à chaque instant. La question que l'on pourrait se poser est pourquoi avoir choisi 3 minutes comme durée minimale de méditation? Tout simplement parce que c'est un temps accessible à tous et qui porte des bénéfices mesurables au niveau neuroscientifique. Des études ont comparé différentes durées de méditation, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes, et la durée minimale pour avoir des bénéfices est 3 minutes. Cependant, méditer moins de 3 minutes n'apporte quasiment aucun effet mesurable. À partir de 3 minutes, les premiers bienfaits apparaissent. Pendant que vous méditez, votre cerveau active l'insula pour ressentir votre corps et le cortex somatosensoriel pour traiter les informations physiques. En même temps, vous calmez votre mode neuronal par défaut, réduisant ainsi la rumination. Après quelques minutes de méditation, vous ressentez une clarté mentale, une paix intérieure et une énergie renouvelée. C'est parce que votre cerveau a commencé à se reconfigurer. Votre cortex préfrontal prend le dessus, améliorant votre capacité à prendre des décisions et à réguler vos émotions. Et ce n'est pas tout. Avec une pratique régulière, vous passez du changement d'état à un trait de comportement. La méditation devient une partie intégrante de qui vous êtes. Et je peux vous dire que durant mes nombreuses années à pratiquer la méditation, il y a des moments où je ne pratiquais plus ou moins, et durant la journée, naturellement, mon cerveau se recentrait sur ma respiration, un certain point, ce qui me permettait d'être plus heureux et plus détendu dans le moment. Tout ça sans aucun effort de ma part. Donc oui, la méditation, avec les années, deviendra une partie intégrante de votre vie. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette exploration fascinante sur la méditation et les neurosciences. J'espère que cette plongée dans le fonctionnement de votre cerveau vous a inspiré et donné des outils concrets pour intégrer la méditation dans votre quotidien. N'oubliez pas, la méditation, ce n'est pas une course, c'est un voyage. On pourrait dire un voyage intérieur. Chaque moment que vous passez à respirer, à vous recentrer, à observer vos pensées sans jugement est une petite victoire. Et ces petites victoires accumulées transforment votre vie. Si cette vidéo peut intéresser ou aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à lui partager. Et si tu es resté jusqu'à la fin, j'imagine que cet épisode t'a plu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté et d'avoir pris ce temps pour vous.